Bonjour à tous, vous êtes sur Shahil, acronyme pour Sharing to Heal, le podcast où on parle de santé mentale et de bien-être au Cameroun avec une vocation africaine. Comme sur chaque épisode, aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale et cet épisode est un des plus spéciaux aussi parce que c'est un épisode très intime où nous allons parler de notre expérience, où nous allons vous partager notre histoire. Je pense que c'est très important dans toutes les conversations qui concernent la santé mentale de parler du soutien que les autres nous ont apporté. Et la personne qui est là aujourd'hui représente un très grand soutien pour moi dans mon cheminement. Donc sans plus tarder, je vais lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Je m'appelle Kim. Bon, Kimberly, mais on comprend Kim. Je suis... Kim Skimmy, elle a les grandes stars. Donc on va pas tout dire. Je suis une jeune femme, jeune maman, enseignante, passionnée de musique, d'art, de photographie. Une artiste. Voilà, une artiste, femme d'artiste. Voilà. Tu vas aussi montrer la bague. S'il te plaît, le proving. D'accord, we love that. Kim et moi sommes amis depuis. C'est une amie qui est un peu improbable parce que tous ceux qui nous connaissent nous rappellent à quel point nos personnalités semblent très opposées. Semblent très opposées, mais on a aussi beaucoup de points de convergence. Et moi, ma première question, c'était de ta perspective. À quel moment tu t'es rendu compte que j'avais besoin d'aide? Je pense que c'est quand je me suis reconnue en toi. Parce que, ayant déjà traversé une période de dépression sévère après le décès de ma maman, où j'ai fait une thérapie, j'ai commencé à reconnaître, à voir les signes, à reconnaître les symptômes, et je me disais, bon, là, ce n'est plus juste de la tristesse. Ça, c'est déjà un autre niveau, et je sais parce que je suis passée par là, donc c'est beaucoup. Je ne vais pas dire que c'est... J'ai auto-diagnostiqué, mais j'ai vraiment vu que ça n'allait pas, ça n'allait plus, et qu'il fallait agir. Il fallait agir. Parce que c'est vrai que moi, quand je me souviens de la première fois où tu me dis qu'il faut peut-être consulter, c'est que je suis dans un état de tristesse profond pendant longtemps, pendant peut-être des mois. Et le plus gros truc que j'ai remarqué, c'est que j'arrivais plus à dormir. Ça faisait quand même un moment. C'était la période du Covid, non? Du coup, je me disais, bon, peut-être que c'est le stress de tout ce que je vivais, mais c'est vrai que ça ne s'apaisait jamais. C'était pas une tristesse qui passait. J'étais là tout le temps. Et je me souviens quand tu m'as dit, mais je pense qu'il faut que peut-être tu en parles à quelqu'un. J'ai eu très peur, je me suis dit que oui. Parce que je vis trop, quoi, j'aime toi. Je mange à ma faim, j'ai une famille qui m'aime. Est-ce que c'est pas de l'ingratitude? Oui, on a beaucoup parlé de ce Est-ce que c'est pas de l'ingratitude? Mais ce qui m'a marqué, c'est que tu m'as dit, bon, t'inquiète, on ne perd rien à y aller et je vais t'accompagner. C'est le fait que tu aies bien voulu me tenir la main jusqu'à m'accompagner à l'hôpital même. Déjà, c'est même toi qui as pris rendez-vous et tout. M'accompagner à l'hôpital et rester avec moi. Et je me souviens très bien parce que tu avais un bébé de quelques mois. Comment toi tu te sentais à cette période-là? Est-ce que tout allait bien dans ta vie? Absolument pas. Absolutely not. Tout n'allait pas bien. C'était même très loin d'aller bien parce que je vivais une grosse désillusion de ce que c'était la maternité. D'abord, j'ai traversé une grossesse très difficile. Tu sais, j'étais là, j'ai vécu une grossesse très difficile et j'étais très seule. J'étais vraiment très seule. Donc, même après avoir accouché, en fait, la solitude n'est allée qu'en s'empirant. J'étais de plus en plus seule parce que c'était soit moi, soit le père de ma fille. Et lui, il travaillait beaucoup. Donc, j'étais tout le temps seule à la maison avec l'enfant. Toutes mes interactions se limitaient au téléphone. Je ne voyais pas vraiment beaucoup de monde. Donc, ça n'allait pas. Mais même
comme ça n'allait pas, j'étais encore, parce que moi-même j'étais dans le déni. C'est très étrange parce que j'arrivais à voir que toi tu n'allais pas bien. Mais tu ne pèses Mais je ne voyais pas pour moi en fait. Je ne voyais pas pour moi parce que dans ma tête, je me disais que la dépression ne peut pas venir d'un moment de joie. Comme je disais, après avoir perdu ma maman, j'ai fait une très grosse dépression. Donc, dans ma tête, c'était, il faut que tu aies perdu quelqu'un, que tu aies perdu un travail. Tu essaies de justifier. Voilà, je voulais trouver le point négatif qui allait justifier le fait que j'ai eu un enfant, je ne peux pas être triste. J'ai eu un enfant, je ne peux pas être triste. Un enfant que j'ai tant désiré, qui m'apporte beaucoup de joie, que j'aime plus que tout. Pourquoi est-ce que je serais triste alors que j'étais déjà en pleine dépression postpartum, mais je ne savais même pas. Et c'est toi. Et c'est toi qui me dis que, bon, là, maman, c'est comme si toi-même tu dois aussi aller là-bas. Tu dois parler. Et c'est ça, et c'est vrai parce qu'on parlait du coup beaucoup. Le contexte quand même est assez intéressant parce que c'est un contexte Covid. Donc c'est-à-dire que même quand tu vas, c'est vrai qu'on s'est vu pendant ta grossesse, mais pas beaucoup. Et puis parce que tu avais une grossesse très difficile tout le temps à l'hôpital. Et même quand tu accouches, je ne peux pas être là parce que avec les restrictions du corona, etc., on devait attendre que le bébé soit un peu grand, peut-être pour venir même avec les masques et les désinfectants et tout. Mais je savais que c'était très dur. C'était très dur parce que je vois souvent comment les femmes enceintes ou les femmes qui viennent d'accoucher sont entourées chez nous. Et pour moi, c'était la première fois de voir quelqu'un qui devait vivre ça toute seule, vraiment entièrement. Dis-toi que même pour moi, c'était un choc. Parce que même moi, j'ai été habituée dans la famille de ma mère à voir, chaque fois quand mes cousines accouchaient, tout le monde se mobilisait et tout. Et donc moi, je me disais, ok, bon, il n'y a pas de raison que ce soit différent à mon tour. Ça fait partie justement des désillusions que j'ai vécues. Je me suis retrouvée vraiment toute seule. Non seulement tu dois gérer ta propre maternité, tu dois gérer ton bébé qui est assez prenant. C'est vrai que ton enfant, tu disais qu'elle est un enfant sage, elle dérangeait pas beaucoup. Non, elle dérangeait pas beaucoup. Mais ça reste une charge un bébé, oui. Ça reste un changement à la fois hormonal. Et sans compter les autres aléas de la vie, les voisins, le bailleur, le chien. Tout ce qui se passait pendant cette période. Parce que tu dois te gérer toi-même en tant que personne, tu dois gérer ton rôle de maman et tu dois gérer même ton rôle de partenaire. Parce que tu es en couple, tu vis avec quelqu'un. Il y a tout ça. Je me souviens, je mettais les alarmes pour me rappeler de manger, de me laver même. Parce que ce sont des choses que j'oubliais carrément. J'oubliais. Je me réveillais, c'est ça, genre, qu'est-ce qui comme ça. Et là, je me dis, ah oui, c'est moi. Et je sais, je ne suis pas douchée depuis le matin. Et donc, voilà, tu ajoutes à ça la perte de mémoire qui vient après avoir accouché. Tu oublies vraiment tout. Il y avait des post-it partout, parce qu'il fallait que je note tout, sinon ça me sortait de la tête. Et je pense que c'est justement à cause de tout ça que je n'ai pas été suffisamment présente pour moi-même, pour me rendre compte que là, je suis déjà... Ça ne va pas. Oui, je suis déjà partie. Et donc, du coup, toi, c'est vrai que tu avais déjà fait la thérapie, mais est-ce que c'était la deuxième fois? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quand tu t'es dit, c'était quoi même déjà ton cheminement? Parce que c'est vrai que je t'ai dit, bon, je pense que toi aussi tu devrais y aller. Et tu m'as répondu, mais je laisse mon bébé avec qui? Je me rends compte que je cherchais des excuses en fait. Parce que je me trouvais des excuses. La première excuse c'était il n'y a pas d'argent. La deuxième excuse c'était mais qui va rester avec le bébé. La troisième excuse. Mais au fond c'est que j'avais peur en fait. J'avais peur. On pourrait croire que ayant déjà fait une thérapie, reparti ne poserait pas de problème. Sauf que justement, reparti pose un problème parce que c'est comme un aveu d'échec. Ça veut dire que dans la première fois, ça n'était pas suffisant. Donc en fait, tu as encore problème. Oui, tu es vraiment malade parce que quand tu as le palu et qu'on te fait tes perfusions, ça va, tout le monde voit comment ça va déjà. Mais avec les maladies mentales, c'est difficile parce que parfois, nous-mêmes, on fait croire aux gens que ça va, juste parce qu'on ne veut plus qu'on nous pose les questions. Et nous-mêmes, on ne veut plus admettre que ça fait déjà trop longtemps que ça ne va pas. Donc, j'avais peur d'accepter que peut-être que voilà, la première fois ne m'a pas suffi. Là, il faut que j'y retourne, il faut encore que... Parce que ce que les gens ne savent, parce que la thérapie, c'est drainant.
émotionnellement c'est drainant, Oui. physiquement même c'est drainant. C'est-à-dire que tu sors de la séance, tu es épuisé, que tu as pleuré, tu as parlé, tu as juste... ressassé les... Voilà, tu as dû te souvenir de moments que tu essayes d'enterrer depuis et tout. Donc je ne voulais pas revivre ça. J'avais vraiment peur, donc je me cherchais des excuses, mais je suis arrivée, on était arrivé à un point où oui, il fallait que c'était devenu une question de vie ou de mort. Oui, parce que clairement. oui, c'était clairement ça. C'était soit je vais à la thérapie pour survivre, pour m'en sortir, soit je meurs parce que ma dépression postpartum, c'était trop grave. C'était si grave que je me suis retrouvée en train de me dire que peut-être quand le bébé pleurait par exemple et que moi je voulais dormir et je me disais peut-être je vais prendre un oreiller, je vais poser ça sur sa tête et juste pour ne plus l'entendre. Et je crois que c'est ça qui a créé le déclic parce que je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le moment où tu te places sur le balcon et tu te dis si on saute même là, qu'est-ce que ça va changer? Voilà, c'est là où clairement plus toi. J'ai compris que là, et tu te souviens, le nouvel an qu'on passe chez toi, elle était là et elle pleurait beaucoup et je te disais ça que j'en ai tellement marre, j'ai juste envie de sauter comme ça pour ne plus l'entendre. Et tu as dû appeler son père pour venir la chercher parce que tu disais que là, ça me l'a vraiment. Là, en fait, il faut quand même rappeler que ce nouvel an-là, on était toutes les deux covidées. Donc, ça accentue le corona. Donc, tu étais malade, mais tu avais ton bébé et tu étais seule. Et moi aussi, j'étais malade, mais comme je viens en famille, je me suis dit, c'est mieux au moins qu'on soit ensemble. Surtout qu'après avoir déjà demandé à d'autres personnes si je pouvais aller rester là-bas avec l'enfant, on m'avait clairement fait comprendre que non. Donc tu étais mon seul et dernier espoir, ce qui, même si ça allait dans la tristesse, nous a encore plus rapprochés, ça a encore plus resserré nos liens. Et maintenant pour revenir à ta question, comment j'ai vécu ma deuxième thérapie, déjà les raisons qui me conduisent à la deuxième thérapie sont complètement différentes de la première thérapie. La première thérapie, j'y vais parce que j'ai clairement des envies de suicide. Parce que la vie sans mon père, sans ma mère, je suis seule. C'est trop dur. C'est trop dur. Voilà. Mon papa est décédé, j'avais 14 ans. Ma maman, quand j'en avais 19. Donc, j'étais même pas encore dans la vie active que j'avais déjà dû leur dire adieu. Donc, c'était très difficile. Alors que la deuxième thérapie, je veux mourir pour d'autres raisons en fait. Genre j'ai des envies de suicide, mais parce que it's too much, c'est trop. Voilà, je n'arrive plus à gérer, je ne me sens plus à la hauteur et je me souviens lors de la première séance, j'avais les yeux complètement bouffis, rouges, parce que j'étais tellement fatiguée. C'était même pas parce que j'avais pleuré, mais c'était parce que j'étais fatiguée. Je ne dormais pas beaucoup, je ne mangeais pas. Et il me demande, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, ça va. Il me regarde et me dit, tu es sûre que ça va? Donc tu viens me voir en thérapie et tu j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré peut-être pendant 10 minutes, parce que chaque fois que je voulais parler, c'était les larmes qui sortaient. Il me disait, non, prends ton temps, pleure. Et c'est normal. Oui. Donc j'ai beaucoup pleuré et je lui expliquais que en fait je suis là parce que je n'en peux plus de vivre. Et bizarrement, je n'ai pas non plus envie de mourir parce que je sais ce que ça fait de perdre sa maman et j'ai ma fille, voilà, et je ne veux pas qu'elle ressente ça. Et c'est comme ça que toutes nos séances ont commencé. Bon, malheureusement, je n'ai même pas pu finir cette thérapie-là. Il y avait beaucoup de circonstances. Mais moi, c'était un premier pas. Oui, c'est vraiment un premier. Accepter qu'on est malade et aller vers l'aide, c'est un très gros pas vers la guérison. C'est déjà énorme. Ok, super. Quand je t'entends parler, du coup, je me demande, est-ce que soutenir quelqu'un alors que nous-mêmes on se sent dépassés comme ça donne la force ou bien ça épuise? Un peu des deux. Un peu des deux, mais ça te donne, enfin dans mon cas en tout cas, ça m'a donné beaucoup de force parce que je me suis dit, si toi, tu as le courage d'y aller, qu'est-ce qui moi me manque? Moi aussi je peux partir. Et surtout, quand toi tu n'y vas pas, ça fait de toi un peu une hypocrite parce que tu dis des choses à quelqu'un, tu prêches, tu t'attends à ce qu'elle t'écoute, qu'elle suive tes conseils. Et toi-même tu es là comme ça, tu ne suis pas tes propres conseils, donc ça n'a aucun sens. Donc je me dis, ça m'a beaucoup aidé et j'espérais aussi que ça t'aide.
À un moment, parfois, quand on commence, on se rend compte qu'il y a tellement de nœuds Oui. à démêler. Tu te dis, mieux je fuis. Mais j'avais Et voilà, mieux j'arrête. Et je me disais, bon, si tu vois que moi aussi, malgré tout ça, je continue, ça peut aussi t'aider à avoir plus de courage pour continuer. Mais c'est aussi épuisant. C'est vrai que c'est épuisant parce que tu n'as déjà pas suffisamment de force pour être là pour toi-même, mais il faut en plus que tu sois là pour quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est une belle preuve d'amour. C'est vraiment, c'est beau parce que justement, tu réussis à avoir de la force pour ton prochain, pour ton ami, pour ta personne, même si tu en manques, même s'il t'en manque pour toi-même, tu en as quand même en réserve pour l'autre. Moi, je trouve que ça épuise, mais bon, ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine, mais pour le côté de l'épuisement, je pense que c'est aussi une phase normale du soutien, même si on va même bien. Oui, même quand tu vas bien et que par exemple tu as un ami qui traverse une mauvaise période. C'est quelque chose de difficile. C'est normal de se dire qu'à un moment donné, je suis fatiguée. Et peut-être le soutien, c'est pas qu'une personne. C'est pour ça qu'on appelle ça support system. Il faut que ce soit vraiment des maillons. Oui, chacun apporte une pierre. Voilà, je peux t'apporter un soutien, mais je ne garde que ma place d'ami ou de sœur. Mais à côté, tu as d'autres personnes qui font partie de ta vie. Et puis, de se dire que si moi, je me dis que okay, je dois aider Kim seule, ça va être lourd. Oui, c'est très lourd. Et ça va m'épuiser et c'est normal. Il faut que je puisse involver les autres aspects de ta vie. Peut-être, tu as parlé beaucoup, tu as parlé de ton mari en début de trucs. Peut-être lui, peut-être. Et puis si nous, on arrive à créer un cercle de soutien, on peut s'en sortir. Oui. Et ça me rappelle comment est-ce que tu aurais aimé être soutenu dans l'idéal. On sait déjà que c'était pas ça, et c'était très dur. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir comme soutien à ce moment-là? À ce moment-là, au-delà de la présence physique, je pense que ce qui m'aurait beaucoup aidé, ça aurait été le sentiment d'être comprise et pas jugée. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à me plaindre de ma fatigue, parce que j'enchaînais, je n'avais vraiment pas de temps pour moi. On dit souvent aux mamans, non mais c'est quand l'enfant dort, profite pour dormir aussi, sauf que, spoiler, quand l'enfant dort, c'est le seul moment où il y a un peu de calme. Sauf qu'il y a la lessive, par exemple, il y a le repassage, il y a le ménage, il y a la cuisine. Et je vais même laisser tout ça, parce que même si on suppose que tout ça c'est fait, il y a toi-même. Having some me time, c'est très important. Sauf que si tu dois avoir le me time et dormir, tu ne peux pas. Donc, il y aura quelque chose que tu sacrifies et tu te fatigues. Donc, quand j'ai commencé à me plaindre de fatigue, j'entendais beaucoup de remarques très vilaine, hein, vraiment, on me disait... Il ne faut pas que quelqu'un aille redire ça en passant qu'il l'aide. Oui, parce que ça n'aide pas. Mais bon, je sais quand même que d'autres personnes entendent ça chaque jour, comme me disaient que mais c'est toi qui as voulu l'enfant, non? Maintenant, tu te plains pourquoi? C'est très invalidant. Exactement. C'est la vie que tu voulais, tu rêvais de ça. Mais c'est comme quand quelqu'un a un travail. Tu quittes du chômage au travail, tu rêves d'avoir, tu veux travailler pour avoir de l'argent, mais ça ne t'empêche pas d'être fatigué, d'être au week-end pour te reposer ou peut-être de te fâcher quand on veut prendre même ne serait-ce que 10 minutes de ton temps alors que l'heure à laquelle tu rentres a déjà sonné. Donc ça m'a beaucoup blessée. Ça m'a beaucoup blessée parce que moi je ne suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Et je ne suis pas quelqu'un qui... J'essaie toujours de comprendre en fait, c'est très grave. C'est pas logique, c'est très grave comme, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais bon, c'était pas logique. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et donc, j'ai commencé à me demander, est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre? Parce que oui, effectivement, je voulais cet enfant et tout. Donc, ça ne faisait que m'enfoncer en fait. Donc, moi, j'aurais voulu être comprise. Au-delà de la présence physique, j'aurais voulu être comprise. Et c'est ce que tu m'as apporté. Que quelqu'un me dise que ce que tu ressens est normal. C'est normal que tu sois fatigué. C'est normal que tu sois triste.
c'est normal que tu aies envie de... Ça ne veut pas dire que Mais tu ça es veut- ingrate ou que tu Voilà. es méchante. Donc, on aimait tous ton bébé. Enfin, Voilà, je ça ne veut n'imagine pas pas dire si que- moi je l'aime autant, comment sa mère va se sentir. Ça ne veut pas dire que tu regrettes d'avoir accouché, Mais que ça tu... ne veut pas aussi voilà. dire que parce que tu as eu ce dont tu rêvais, ça doit être facile. Ah, C'est c'est super. super. Ou que la vie maintenant est parfaite Non. et tout et tout. Il y aura les popos qui vont monter jusqu'au dos. C'est la partie de la maternité. C'est C'est la ça, réalité. c'est que la partie là, c'était son père qui gérait tout parce que je faisais toujours comme si je n'ai pas vu. Et c'est là où j'étais aux toilettes et je fais genre, regarde un peu sa couche, là. Comme si elle a fait pied. Mais, ok, Alors, tu sais très bien ce qui vient de se passer. Donc oui, j'ai beaucoup eu à entendre ces paroles. Je me souviens justement la période où on était malade là, où mon mari il faisait les heures sup parce qu'on voulait déménager, donc on avait besoin d'argent. Et ça n'allait vraiment pas. Et donc j'écris à une cousine et je lui demande que est-ce que je peux aller rester là-bas, est-ce qu'elle peut m'aider même pour 2 ou 3 jours. Et avant même de me demander ce qui ne va pas, la première question qu'elle me pose, mais tu as un gars non? Et qui Ton gars est où? Mais je viens d'énoncer un besoin là. Est-ce que. J'étais tellement choquée en fait. Où est le rapport? Respectfully, où Là, est le rapport? Ok, j'ai un gars. Mais c'était une ça manière. n'empêche pas que j'ai. C'était une manière vraiment douce de te dire que en fait, j'ai tes oignons. Voilà. Oui, j'ai tes problèmes. Fais ta vie là. On ne pouvait pas faire plus clair, que ça, voilà. Donc, c'est-à-dire, ce problème-là, c'est le tien. C'est le tien. Et tu te au démerdes. pire, celui de ton gars. Voilà. Mais c'est pas le Mais mien. c'est pas Et je le ne vais mien. pas t'aider à le porter. Exactement. Et je trouve que c'est très dur, mais c'est honnête. Oui, c'est dur, mais c'est honnête et ça aide parce que tu sais maintenant à quoi t'en À tenir. qui ne pas Voilà, demander de à l'aide. qui ne pas demander de l'aide, comment te comporter dans certaines situations avec certaines personnes. Moi, je préfère même toujours l'honnêteté, même quand elle est brutale. Je préfère plutôt que de sugarcoat things et faire croire que alors que non. Donc, bon, en un sens, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de me recentrer, de savoir que, ok, voilà qui est avec toi et voilà qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que vous vous détestez ou quoi, mais it's just boundaries. Tu sais maintenant. Oui, il y a des aspects Voilà, de ma vie que voilà. dans lesquels tu ne veux pas être impliqué et c'est ok. Il y Voilà. a d'autres personnes. Il y a d'autres Vont m'aider. personnes qui m'aident sans même que je ne leur demande Oui. quoi que ce soit, qui s'aperçoivent même que je vais mal avant moi. Donc ça va, ça c'est pas juste la partie de ma vie où tu vas intervenir. Oui, c'est et tout. I'm Et fine c'est with it. clair, oui. Et maintenant, en couple, je me demande, quand tu as entrepris cette initiative-là d'aller en thérapie, est-ce que tu en as parlé à ton conjoint, comment il l'a pris? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a rapproché? Ou alors, bref, quel a été l'impact? Bon, lui déjà, c'est quelqu'un d'assez... Woke. Bon, oui, en fait, il est de two sides of the same coin. C'est-à-dire que d'un côté, lui, il est plus du genre à j'ai un problème, je m'assois, je cherche comment je le résous, je trouve la solution. Si ce problème n'a pas de solution, ça veut dire que je n'ai pas à le résoudre. Donc, je passe à l'autre problème. Mais en même temps, il est quelqu'un de... Je comprends que tous les humains ne fonctionnent pas comme moi. Voilà. Donc, si elle est plus sentimentale et donc c'est ça qui peut l'aider et tout, voilà, je vais faire tout ce qu'il faut pour l'aider. Donc, il m'a beaucoup soutenue. Il m'a vraiment beaucoup soutenue. Il était toujours en train... On en parlait de toute façon. Je lui disais comment ça s'est passé la séance, ce qu'on a décidé, les devoirs qu'on m'a donné parce qu'on me donnait des devoirs à faire. Et il me soutenait, il m'encourageait et tout et tout. Et il me disait toujours que c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire pour moi, mais qu'il peut faire avec moi. S'il y a besoin qu'il intervienne, il va intervenir. Mais malheureusement, il ne peut pas se soigner à ma place. Voilà, il ne peut pas guérir à ma place. Donc, mais il a été très, très supportive. He was very, very present. Quand il fallait peut-être gérer l'enfant pour que moi je parte, il le faisait. Enfin, il a toujours été comme ça de toute façon. Donc, c'était juste une continuité de comment il est déjà en tant que partenaire. Shout out to my amazing husband. On ne dit pas un peu même prière sur le coup. Non, pas même. Donc, pour revenir sur les paroles valorisantes, quand on a quelqu'un qui traverse une période difficile, pas forcément même la dépression, parce que on sait qu'on est en dépression, c'est après un diagnostic. Je tiens à rappeler. Il y a une différence entre être dépressif et être déprimé.
Parfois, être juste triste. Oui, ou être juste triste. Ou engouement. Quand vous êtes engouement, c'est normal. Mais parfois, dans tout ça, même, c'est que tu as juste faim. Donc, il faut d'abord manger pour se rassurer que bon. Est-ce que ce n'était pas la nourriture? Ok. Donc, avant même d'entrer là, je voulais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps en train de prêcher sur les réseaux sociaux. Oui, la santé mentale c'est important, mais dès qu'ils ont une personne à côté qui a des problèmes, les gars fuient. Ils commencent à faire. Voilà, parce que c'est une chose de dire, mais c'est une chose, c'est une autre. C'en est une autre de la vivre ou de voir quelqu'un à côté qui vit ça. Ce n'est pas évident. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est triste, qui traverse une période difficile, à défaut d'être physiquement présent pour la personne, montrez à cette personne-là qu'elle compte et que vous la comprenez et qu'elle a raison de se sentir comme ça. On invalide trop les sentiments des gens. Trop. Et ça pousse les gens à se renfermer. Parce que tu te dis, on va encore me dire que je me plains, j'en fais trop, que nanana. Oui, on va te dire que mais tu as un toit au-dessus de ta tête. Moi, par exemple, on me disait ça. Ta fille est en santé, tu as un gars qui t'aime. Qu'est-ce qui peut... Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. On a besoin de sentir que voilà, mon sentiment en ce moment a lieu d'être. Et ne pas l'étouffer. Il ne faut pas étouffer ça. Il ne faut pas chercher à enfermer ça. Au contraire, permettez à vos gens de se sentir suffisamment safe pour communiquer, pour parler. Parce qu'après, vous verrez, mais il allait bien, il souriait, comment il a pu se suicider? Il n'allait pas bien. Est-ce que vous l'avez? Il y a eu des signes. Il y a eu beaucoup de signes. Il y a même toujours beaucoup de signes. Parfois même, on laisse ces signes-là inconsciemment parce que ça, c'est notre subconscient qui a besoin d'aide, que toi-même, tu ne veux pas dire. Donc, tu commences à laisser des petits signes, ça et là. Et bon, quand tu as la chance d'avoir des gens qui comprennent ça vite, ils vont voir que bon, là, c'est déjà un appel à l'aide. Mais quand tu as d'autres qui sont fermés, bon, ça n'aide pas beaucoup. Donc, il faut être, comme je disais, à défaut d'être là physiquement pour la personne, juste le simple fait de prendre une petite routine, d'écrire le matin, le soir, comment tu as passé ta journée, prendre des nouvelles et tout, ça montre à la personne que voilà, ne pas faire culpabiliser la personne qui se sent mal. Parce que le simple fait qu'elle se sente mal la fait déjà culpabiliser. On n'aime pas être la raison pour laquelle les gens s'inquiètent. On n'aime pas être la raison pour laquelle les gens n'ont pas le moral. Parce que ça malheureusement, ça se contamine aussi. Quand tu es triste, les gens à côté de toi aussi vont être tristes. On n'aime pas ça. Donc, ça ne sert à rien de venir nous dire, de venir nous enfoncer encore. Si tu peux pas, si ça arrive à un niveau où tu te rends compte que bon, là, moi, ça me dépasse déjà, je n'ai plus les capacités, les outils et tout. Là, tu dis, bon, est-ce que l'aide d'un professionnel, toujours penser à l'aide d'un professionnel, toujours, je vais un peu faire la publicité. Bon, c'est vrai que je ne sais plus si c'est encore d'actualité, mais je me souviens même à l'époque où je me renseignais sur les tarifs des thérapies. C'est très abordable à l'hôpital Jamon, contrairement à tous les autres hôpitaux. C'est beaucoup plus abordable là-bas. Je ne peux pas donner les prix parce que je ne sais pas si ce sont les mêmes. C'est toujours mais au moins on peut se renseigner. Voilà, on peut se renseigner là-bas et parler et ça aide vraiment. Ça aide vraiment. Je ne vais pas beaucoup conseiller les gourous des sectes. Je préfère conseiller des professionnels qui sont partis à l'école pour ça. Ce qui est sûr, c'est que libérer la parole aide. On peut d'abord déjà parler à ses proches. La plupart du temps, même si à tes proches, même que tu te confies pour que quelqu'un te dise que bon, ce que tu es en train de décrire là, c'est clairement une pensée suicidaire, s'il te plaît. Essaye un peu, viens, on part à l'hôpital. Mais il faut parler. Et quand on se sent dépassé, ne pas ignorer les signes. C'est pas anodin, c'est pas normal de se réveiller tous les jours. La vie est dure, c'est vrai. Mais les êtres humains sont résilients. À l'époque de l'homme de Cro-Magnon, on arrivait à vivre, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. C'est pour dire que l'être humain est résilient, mais ce n'est pas normal d'être en souffrance tous les jours. Et donc, être soi-même suffisamment ouvert pour accepter que à un moment, ça peut ne pas aller. Parce que parfois, comme tu n'as pas encore traversé quelque chose et tout, tu te dis que bon, moi quand je vis une mauvaise période, c'est comme ça que je gère ça et ça finit toujours par aller. Mais il y a des moments où
tu vas traverser peut-être quelque chose et ta façon de gérer, voilà, tu auras besoin d'aide. Être suffisamment ouvert pour accepter que ça me dépasse. Ce n'est pas quelque chose que je peux gérer moi-même. Il faut que j'en parle à quelqu'un, il faut que je me libère et tout. Donc, voilà. Après, donc, tout ça. C'est pas comme si la vie s'est arrêtée et que le monde a arrêté de tourner. Certaines choses se sont améliorées, c'est certain. Mais la vie a continué avec son lot de couture. Oui. Est-ce que tu penses qu'on devient du coup plus fort ou plus fragile après une première tempête? Je pense que ça varie. Plus fort dans le sens où moi, généralement, quand j'ai un coup dur, je me dis toujours, bon, j'ai traversé ça. Quand je pensais que c'est ça qui allait me tuer, j'ai réussi à traverser ça, et ensuite ça, et ensuite. Donc je me dis que bon, si j'ai pu traverser ça, ça aussi dur que ça puisse être, ça va passer. Ça va me prendre du temps, mais je suis prête à vivre ça. Parce que la dernière fois, j'ai pu traverser ça. Donc ça te redonne de l'espoir. Hein. Ça me redonne de l'espoir, et je me dis toujours que bon, comme mon père me disait souvent, que tant que tu as envie, il y a l'espoir, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, mais en même temps aussi, ça rend fragile. Ça rend fragile parce que quand tu n'as pas encore guéri de certains traumatismes, le moindre truc, ça revient, ça te réveille encore et tout. Donc, c'est vraiment comme, et on disait que la vie a continué, malheureusement ou heureusement. Il y a eu des hauts et des bas. Après ma dépression postpartum, par exemple, on a pu déménager, j'ai trouvé un emploi, on est devenu, même mon mari aussi, on est devenu beaucoup plus stable financièrement, ça allait déjà et tout. On s'est mariés. Et puis, dans la tentative d'agrandir notre famille, j'ai fait une fausse couche qui est venue me briser complètement. Oui, donc c'était quelque chose où quand j'étais déjà sur mon petit nuage, tu semblais avoir trouvé la petite stabilité. Voilà, la petite stabilité, là, c'est revenu m'enfoncer. Et ça a été très difficile à vivre. Ça a été vraiment très, très difficile à vivre. Mais là encore, je me disais, ok, bon. Ça va, j'ai encore oui, je suis jeune, on est jeune, on va encore essayer. Et aussi cliché que ça semble pas sonner, mais je me demandais si Beyoncé a pu vivre toutes ces fausses couches. Et après, elle a eu ses enfants et sa carrière et tout. Moi aussi, je peux aussi le faire. Tu ne pouvais pas faire l'épisode sans Beyoncé, non? Petite parenthèse. C'est une parenthèse. Mais vraiment, ça fragilise, mais c'est ce qui est bien. Je vais dire ça comme ça, bien, pas trop bon. Ce qui est important à retenir, c'est que, étant déjà passé par là, tu as les outils en fait pour voir que, ok, I'm seeing some patterns. Là, je vois déjà qu'il y a tout ça. Des similitudes. Donc, si tu vois que chaque telle chose, it's triggering, voilà, essaye d'éviter. Ça faisait que je passais beaucoup moins de temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, quand tu vis un truc aussi difficile, par exemple, que la fausse couche, et que tu arrives sur Internet, et tu vois les femmes enceintes, et celles qui annoncent leur grossesse, et les baby showers, et toi, tu es là, tu te dis que, damn, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Voilà, ça te très bouscule, oui, c'est très difficile, donc je passais de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas être aigrie. Je ne veux pas que le bonheur de quelqu'un me rende malheureuse. Là, il y a clairement un problème. Quand tu commences à être comme ça, dès que tu vois une femme qui est... Enfin, pas une femme, hein, quand tu vois quelqu'un qui a ce que tu veux et tu n'es pas content, là tu as un problème et c'est pas bon. Donc, j'évitais vraiment toute situation qui me mettrait en position de te sentir comme ça, mais c'est normal quand on traverse un moment difficile, on se dit que on a l'impression en fait que tout va bien chez l'autre, quelqu'un te verrait de l'extérieur et il se dirait que mais toi tu es une petite fille, tu es même très jeune et puis ton mari est jeune et puis vous convenez à peine de commencer votre vie alors que toi qui le vis, c'est très dur. C'est très dur. Et c'est toute ta vie, ça. En ce moment-là, tu as perdu. Et c'est toute ta vie qui se résume à avoir perdu ça. C'est ça, en fait. C'est normal. Maintenant, prendre du recul des choses qui
qui envenime les choses, moi je trouve que c'est très normal. Et Mhm. ça va passer. Et Avec c'est le ça temps, même. ça pèse ou pas. Ou pas. Ça dépend aussi si Ça la vie dépend nous de laisse. ta volonté aussi, toi-même, à ce que les choses s'apaisent. Mhm. Parce que malheureusement, on vit dans un monde capitaliste où la vie continue. Tu dois aller au travail. On te donne le temps qu'il te faut. Oui. Pas vraiment. On te donne un certain temps pour te remettre de tes choses et après tu dois continuer à aller au travail et faire comme si tout allait bien et tout, alors que non. Donc là maintenant, il en va de ta volonté personnelle, même à ce que de te sortir de là. Est-ce que tu veux rester dans ce gouffre ou alors tu veux que les choses s'améliorent? Parce que la personne ne peut faire ça pour toi. Tu peux passer toutes tes journées à pleurer. Comme tu peux te dire que, ok, bon, j'ai pleuré de 7h à 9h, c'est bon. Au travail. De 10h à 12h, je regarde un peu une série. Après, si je peux encore pleurer de 13h à 14h, ça va. Voilà. Mais ça te permet à un moment toi-même de voir que voilà, tu avances. Ça devient comme quand tu as perdu un parent. La vie continue. Mais pas de la même façon. Il y a des jours où tu ris. Il y a des jours où tu es triste. Donc voilà, accepter que même si je continue à rire, dans le cas d'une fausse couche par exemple, ça ne veut pas dire que j'oublie ma douleur, j'oublie mon bébé, j'oublie machin et tout. Ça veut juste dire que tu essayes d'avancer. Tu essayes d'aller mieux. Pour ceux qui sont même là, parce que moi dans mon cas par exemple, j'ai déjà un enfant. C'était soit je me morfonds et je pars avec celui que j'ai perdu, soit je reprends du poil de la bête pour celle qui est déjà là. Donc c'est pareil, même quand on est... C'est un peu pareil, je me dis, quand on déprime, pas pour la fausse couche, mais quand on déprime pour autre chose, c'est-à-dire que c'est soit tu te laisses aller et vraiment tu pars comme ça, soit tu reprends du poil de la bête et tu vis pour toi en fait. Tu vis pour toi ou tu vis pour les gens qui sont là pour toi, qui comptent sur toi, qui t'aiment et tout. Side note, ce n'est pas pour dire que quand quelqu'un a des envies de suicide, il faut lui dire que mais pense à ta mère, ça n'aide pas. Généralement, il n'est plus dans ce mindset. Il n'est plus dans le mindset là. Donc, mais toi-même personnellement, ça doit être une volonté personnelle de soit aller de l'avant, soit rester stuck and just let yourself go. Et on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la perte des parents, on a parlé de la dépression postpartum. Et là, on arrive au deuil de faire une fausse couche, perdre un enfant. Est-ce que en termes de soutien, de manière avancée, c'est les mêmes types de soutien qui vont s'appliquer? Ou est-ce que après avoir fait ta fausse couche, tu aurais aimé être soutenu différemment? Bon, après ma fausse couche, vu que j'avais déjà mon support system qui s'est créé au fil du temps et qui s'est avéré être le bon, le simple fait qu'ils étaient là, ça me suffisait. Parce que là, ce n'est plus vraiment une douleur que quelqu'un peut comprendre, sauf s'il est passé par là. Donc tu te sentais soutenue, mais il y a des... Oui, je me sentais soutenue et j'étais très reconnaissante. Mais je savais que c'était quelque chose que je devais gérer moi-même. Parce que, par exemple, rien qu'avec mon mari, on vivait ça différemment. Pourtant, c'était aussi son enfant. Donc, rien qu'à partir de là, tu te dis que ouf, là, c'est vraiment mon travail à moi. C'est moi qui dois faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Après, d'avoir des gens qui te laissent pleurer autant que tu veux, qui t'écoutent, même sans avoir d'enfant, même sans jamais tomber enceinte, ça aide énormément. Ça aide énormément. Pouvoir se libérer, moi, ça m'a aidé. D'avoir mes gens avec qui je suis depuis, qui vont me faire des blagues. Et je vais rire, même s'ils savent que c'est pas le moment, mais je vais rire et je comprends l'intention, je sais d'où ça vient et qui vont me parler des choses que j'aime, qui vont essayer de me changer les idées, me rappeler par exemple que au moins tu peux encore essayer, regarde, il y a Limino qui peut encore se faire l'enfant, etc. Donc, tu peux aller en Corée, voilà. Donc, ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères guérie ou bien sur le chemin de la guérison? Sur le chemin de la guérison, dans mon cas, malheureusement, je ne pense pas que je vais guérir un jour parce que je crois que j'ai accumulé trop de mauvaises expériences qui ont forgé la personne que je suis, mais qui sont ancrées en moi. Donc,
pense que si je viens à vivre une perte, ça va beaucoup me bouleverser. Ça va vraiment encore me plonger dans un état très, très, très sombre, très, très, très triste. Donc, je pense que, et je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais je pense que la vie, c'est un long fleuve où on guérit continuellement. Il y aura toujours une nouvelle épreuve qu'on va chercher à traverser d'une façon ou d'une autre, bon, jusqu'à ce qu'on meure. Je pense qu'on continue, tout comme on continue d'en apprendre plus sur nous, sur les gens qui nous entourent, c'est comme ça qu'on continue de guérir de tout ce qui nous tracasse, tous les mots qui nous tracassent, que ce soit ceux du passé, ceux actuels, et même les mots qu'on se crée nous-mêmes dans nos têtes, parce qu'on veut toujours imaginer comment ce sera dans quelques années, donc en chemin. Mais j'ai quand même envie de dire quelque chose sur ça. C'est comme tu dis, la guérison, c'est un chemin à la fin de la journée. Et je pense quand même que quand ça commence à aller mieux, quand tu arrives à sortir la tête de l'eau, tu peux te féliciter pour ça et te dire que je suis guérie de ça. De ça, oui. Aujourd'hui, tu es peut-être guérie de ta dépression postpartum parce que aujourd'hui, tu es une maman accomplie, heureuse, etc. Mais sachant qu'il y aura dans le futur des choses dures, mais tu vas les gérer. La guérison, ça ne veut pas dire que tu es dans un état constant de joie. Extatique. Il n'y aura plus jamais de problème. C'est plus se dire que, ok, j'ai les outils, c'est même la définition de la santé mentale. Avoir un état émotionnel assez stable qui nous permet de régler les problèmes du quotidien. Et c'est à ça qu'on aspire parce que on est. La vie, c'est la. On a un adage qui dit au Cameroun, la vie, c'est la bastonnade. C'est pas le bois. Voilà, donc du coup. Je pense quand même qu'aujourd'hui, si tu dois nous parler de ta santé mentale, comment se porte-t-elle? Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, mais je suis suffisamment ouverte et à l'écoute de moi-même pour accepter quand ce sont les bas. Et pour savoir que ce n'est pas parce que c'est un haut que ça va durer éternellement. Et que c'est un bas que ça ne va plus remonter. Que ça ne va plus remonter. Quand tu es en bas, tu gères, tu digères, tu remontes. Il y avait la période où ça n'allait vraiment pas. Je me disais souvent que je suis tellement au fond là que je ne peux pas creuser plus profond. Je ne peux plus aller plus profond. Voilà. Tout ce qui me reste à faire, c'est remonter. Donc, je suis suffisamment à l'écoute de mon corps, de mon esprit même, pour savoir que, ok, là, je suis en train de descendre. Est-ce que c'est à cause de moi-même, c'est-à-dire des pensées que j'ai dans la tête? Est-ce que c'est à cause d'un événement? Est-ce que c'est à cause de quelque chose que quelqu'un a fait et qui m'a fait me sentir d'une certaine façon, consciemment ou pas? Donc, j'essaie toujours de comprendre la raison pour laquelle je me sens d'une certaine façon. Et ça m'énerve souvent quand je ne peux pas accuser les hormones. Parce que là, ça veut dire que c'est je dois vraiment faire ce travail-là. Mais c'est nécessaire en fait. Il ne faut pas fuir ces émotions, il ne faut pas fuir ces problèmes. Il faut les affronter parce que tu ne peux pas fuir éternellement. Non, tu peux pas. Ce que tu ranges là va te rattraper. Ça va s'accumuler. Ça s'accumule. Et quand ça devient trop fort, ça t'explose en pleine gueule. Et là, c'est vilain. Ce n'est vraiment pas beau à voir. Donc, en guérison, en ce moment, ma santé mentale, je suis vraiment en mode YOLO. J'essaie de prendre chaque jour comme il vient. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez... J'aime trop contrôler. Contrôle fric. Voilà, contrôle fric. J'aime contrôler, j'aime prendre l'avance. J'aime tout organiser, ranger et tout. Je suis un peu maniaque. Donc j'essaie de... Est-ce qu'on peut te parler du fait que tu as le couteau de la papaye et le couteau de l'orange? Non, j'ai un couteau pour les fruits, un couteau pour les viandes et les poissons, un couteau pour les compléments, un couteau pour les condiments. Bref, ça aide, je t'assure. Mais j'essaie juste... Par contre, ma volonté de vivre plus légèrement et de prendre chaque chose comme elle vient ne prend pas en compte le fait qu'on coupe le plantain avec le couteau de la viande. Là, vraiment, n'abusons pas. Bref, je ne peux pas vous expliquer. Donc voilà, j'essaye de prendre chaque jour comme il vient, d'être vraiment plus calme, plus posé. Et dans le lâcher prise. De lâcher prise, voilà. J'essaie vraiment de lâcher prise. Dites-vous que j'arrive sur Internet, je vois qu'on insulte Beyoncé et je ne réagis pas. C'est dit. Wow. Ça, vraiment, le Real Madrid la maturité veut ta mort. Le Real Madrid perd.
ça ne me fait pas plus mal dormir que ça, alors qu'à l'époque, C'était très grave. Je pense que ça, c'est un très grand pas là. C'est une très grande preuve que j'ai évolué, je pense. Ça va beaucoup mieux. Il y a quand même un petit chemin à faire, mais ça va beaucoup ça mieux. Va entre beaucoup 2020 et aujourd'hui. Et oui, et même ma relation avec ma fille s'est beaucoup améliorée, même si elle n'en est pas consciente. Mais moi, je sais, ça s'est beaucoup amélioré. Ma relation même avec son père s'est améliorée. Parce que, voilà un autre truc, quand on est en couple et qu'on souffre de dépression, on a tendance à envoyer ça sur l'autre et à se trouver des excuses. Ah, mais moi je suis dépressive, c'est pour ça que non. Alors que c'est aussi quelqu'un là aussi. Voilà. Donc, même ma relation avec mon mari, mon désormais mari, s'est améliorée. Ça s'est amélioré. Donc, oui, c'est. J'aime ce mood. Okay. Il y a des hauts et des bas, mais il y a comme je dis souvent, il y a des jours avec et des jours sans. Mais pendant les jours sans, on essaie de faire. C'est le merveilleux voyage de la vie, n'est-ce pas? On est là oui. avec et sans. Avec et sans. Et si aujourd'hui tu nous rencontres, vraiment, toi aujourd'hui tu nous rencontres sur la route de l'hôpital général en train d'aller voir notre docteur, qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce chemin merveilleux qu'on essaie d'entreprendre? Vous pensez que vous avez tout vu? Vous allez lire. Vous allez lire sur le calendrier. Vous pensez que vous... Non, je nous dirais, c'est bien d'aller, d'accepter que vous êtes malade et c'est bien d'aller vous faire soigner. Mais ce n'est pas parce que vous vous faites soigner aujourd'hui que demain tout sera parfait. Vous vous faites soigner aujourd'hui pour pouvoir avoir les armes nécessaires pour continuer. Parce que ce qui arrive devant là, quand tu crois que vous connaissez 2024. Quand tu penses que tu as 2025, ça va vous monter le feu. Donc voilà, je nous dirais ça, que courage. Vous en aurez besoin. C'est vrai, j'aime beaucoup. Moi, quand je repasse à nous de cette époque-là, ça me font de la peine, ces petites peines. C'était le désespoir total. Il fallait naviguer le fait déjà d'accepter soi-même qu'on avait un problème, l'annoncer aux autres. Moi, ça a été très dur. Oui, ça a été très dur pour moi de l'annoncer. Moi-même, parmi mes amis, j'avais des amis mais très proches. Et je comprenais parce que c'est pas, comme je disais, c'est une chose de savoir que ça existe, mais c'est une autre de voir que quelqu'un, que je connais, est en train de subir ça. Il me disait que tu as besoin de quoi? Dis-moi seulement de quoi tu as besoin, parce que moi, et c'est ce que je disais, accepter que tu n'as pas les outils et guider la personne, donner ce que tu peux donner, guider la personne vers un professionnel. Moi, j'ai reçu beaucoup de silence parfois, c'était un peu... Parce que quand vous dites quelque chose à quelqu'un et que la personne n'a rien à dire, je dirais pas que c'est mieux de dire une parole négative, mais quand même ne rien dire, c'est vide. Oui, c'est vide, c'est se dire que ce que je viens de dire là n'a aucune importance en fait pour toi, ça, tu n'en fais pas cas. Et surtout dans ton cas, moi j'ai eu l'impression que les gens ne te prenaient pas au sérieux. Oui, parce qu'on t'a toujours vu super gentil, jovial, il y avait la vie parfaite de l'extérieur. Toujours présent pour les autres et tout. Comment ça soit tu vis d'abord trop quoi. Mais c'est ça, de comprendre aussi pour les gens qui nous entourent que la santé mentale n'a pas de visage. Les problèmes mentaux, la dépression, vu qu'on parle de ça, ça n'a pas de visage. Ça peut être ton ami que tu vois rire chaque jour, mais qui quand il rentre, il se noie dans un groupe. Et ça n'a pas besoin de faire sens pour vous. Ça n'a pas besoin, la personne qui vous annonce qu'il vit une dépression n'a pas besoin de justifier. Que non, tu sais, c'est parce que j'avais vécu ça. C'est un diagnostic. J'expliquais à quelqu'un, c'est comme quand on te dit que tu as le palud. Oui. Tu ne commences à réfléchir et que le moustique, ça m'a piqué où? Ça m'a piqué au balcon, on vient dans la chambre. Non, aujourd'hui tu as le palud et tu dois te faire traiter. C'est la même chose quand quelqu'un vous annonce qu'il a la dépression. C'est un diagnostic qui a été posé, qui très souvent lui-même ça le dépasse. Et il fait un gros déni. Moi j'ai fait le déni pendant longtemps. J'étais comme... Oui, le plus dur c'est dit même quoi, c'est même pas vrai. Alors que je suis allée à l'hôpital pour ça et essayer de me donner des raisons pour lesquelles j'aurais pu être, sauf que ça me faisait plus de mal que de bien. Dès lors que j'ai accepté que c'est mon cas, c'est mon combat,
et que je vais faire ce qu'il faut, même s'il faut aller en thérapie en cachette. Même s'il faut ne pas parler de ça avec les personnes que ça dérange. Oui, même s'il faut couper les ponts avec les gens. Même si, oui, je connais ma vérité et je m'avance vers la guérison. Parce que sur le chemin de la guérison, personne n'a dit que ça sera les fleurs et les applaudissements. Non. Parfois, tu es même seule. Tu es même très souvent seule dans cette... Mais tu es aussi souvent soutenue. Parce que moi aussi, quand je t'avais rencontré en 2018, on avait dit que bon, 2 ans après là, c'est elle qui va t'accompagner à l'hôpital général et tout. Je pense pas que j'aurais vraiment même pensé à ça. Oui, mais je me suis sentie vue et écoutée et je me suis sentie comme ok, ce que je vis est réel, mais il y a quelque chose que je peux faire pour avancer vers la guérison. Et vraiment, je suis très la réalité n'est pas figée. C'est ça. Tu peux changer les choses. C'est ça. Et aujourd'hui, chaque fois que je parle de sentimental, parce qu'après c'est devenu clairement une passion, je pense à toi, je pense à où ça a commencé. Je pense à me dire que il suffisait juste que je parle à la mauvaise personne, que je parle à une personne qui n'est pas... Oui, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être que je pense que je serais entrée dans la psychose. J'aurais développé des troubles plus graves. Bon, c'est pas arrivé, thank God. Donc, je pense qu'on va... Moi, c'est souvent... C'est pour ça que j'essaie toujours, bon, dans le... as much as I can, sans toutefois aussi... m'abandonner, j'essaie d'être là à l'écoute des gens qui en ont besoin parce que je sais ce que ça fait d'avoir besoin de quelqu'un, donc j'essaie d'être cette personne là pour quelqu'un. Si ça peut aider, tant mieux. Après, je ne souffre pas du syndrome du sauveur, je sais clairement que je ne peux pas sauver tout le monde, mais si à travers des initiatives comme ce podcast, le fait de parler, même ce qu'on fait souvent avec les dames, là, si ça peut aider quelqu'un de quelque façon que ce soit. Rien n'est à négliger. C'est ça en fait, rien n'est à négliger parce que beaucoup de personnes souffrent sans même savoir, sans même s'en rendre compte. Donc, autant que faire se peut, if we can help, let's just... Il faut que les gens développent l'empathie. Les gens manquent beaucoup d'empathie. Bon, après, I don't blame people because the world is so unfair. La vie est tellement difficile que chacun est plus focalisé sur ses problèmes, sur ce qu'il peut contrôler. Comment on va manger aujourd'hui, comment on va. Ça fait que quand je vais même venir parler de santé mentale, quelqu'un te dit que pardon, je cherche d'abord comment payer la scolarité de mon enfant. Tu viens me parler. Voilà, donc c'est dommage qu'on en soit là. Donc si tu peux aider une personne de quelque manière que ce soit, je me souviens avec ma grossesse, j'avais créé un blog pour parler parce que je ne m'attendais tellement pas à ce que ça me bouscule autant. Moi, j'avais des idées, mais la réalité a été tout autre. Donc j'ai créé ce blog et il y a beaucoup de mamans et même de jeunes filles qui voulaient avoir des enfants, qui m'écrivaient souvent en DM, j'ai lu l'article que tu as écrit sur tel machin et tout, et on en parlait. Malheureusement, je n'ai pas eu le courage de parler de ma phase de dépression postpartum parce que c'était tellement sombre que je savais qu'on allait me juger. Je savais que personne n'allait me comprendre. Je savais que les retours... on n'en parlait pas beaucoup. Je savais que les retours allaient être négatifs parce que quand j'en parlais à mon conjoint à cette époque, il me disait, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment exprimer, par exemple, que tu as voulu te jeter du haut d'un étage, machin et tout. Tu penses que les gens vont prendre ça comment et tout. Donc, ça fait que je n'ai pas pu parler de ça sur mon blog. Même ma fausse couche, parce que j'en ai fait d'autres, je n'ai pas pu en parler parce que je n'arrivais même pas à mettre des mots dessus moi-même. Et puis quand tu parlais cette peine-là aussi, oui, c'est pas... En même temps, oui. Voilà. En même temps, tu veux traverser ça en même temps et tout. Donc, tu n'as pas vraiment la présence d'esprit ni la force même d'écrire ça. Mais ce sont des sujets qui me touchent particulièrement. Donc, quand je trouve un moyen d'en parler, de partager mon expérience, c'est sans hésiter. So, thanks to you. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Comme j'avais un peu j'avais déjà Ok. Tu as une très bonne assistante là dans la salle, t'inquiète. So, thank you. Thank you. Faisons le cœur.
On nous voit. Est-ce qu'on On voit va le au cœur? cœur. Le cœur de l'amour et de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Yes. Je te libère du mal. C'est ça qu'on doit faire avec la dépression. Tu nous libères. On met ça dans C'est mieux de nous imposer les mains aussi. Vol, petit papillon. Bon, je fais ma petite conclusion. Merci de nous avoir écoutés. On se voit au prochain épisode. Peace and love.